Bonjour à tous. Euh, d'une certaine manière, je vais faire comme Vincent. Je vais peut-être pas exactement répondre à à vos questions parce que je vais me centrer sur la question des procédures d'orientation, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en amont du lycée professionnel, mais qui permet sans doute quand même de comprendre comment l'alimentation de ces établissements se fait. Alors, d'autant plus que moi, de mon point de vue, il y a quand même une très grosse absence de réflexion sur l'existence de nos procédures en France. Euh, on vient de passer 2 ans sur une réforme de la voie professionnelle annoncée par par le ministère, pour revaloriser l'attractivité de la voie professionnelle, mais sans absolument interroger la question de comment se fait l'alimentation de ces établissements. Bon. Et puis, plus globalement, Vincent l'a un petit peu évoqué d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a une massification de l'accès au bac, on est à 80% maintenant, de tous les bacs, hein. Ce qui fait que finalement la préoccupation de la question de l'orientation, hein, au niveau, on va dire, social, elle s'est complètement translatée et maintenant elle se situe au niveau de l'articulation lycée post-bac et en plus dans une forme quand même très, on va dire, très réduite, hein, sur le plan du processus, et que finalement la question c'est choisir et être choisi. Bon, c'est ça Parcoursup, hein, finalement. Donc, moi, je vais me centrer sur les procédures d'orientation telles qu'elles fonctionnent au collège, et avec quand même le pointage à mon avis, de deux évidences qui sont particulières à notre système français, qui est que il est évident que le pouvoir institutionnel, euh, c'est lui qui agit sur la circulation des élèves. C'est lui qui est responsable. Et dans ce pouvoir-là, en plus, c'est l'amont qui décide. Ce sont les établissements d'envoi qui décident par rapport aux établissements d'accueil. Alors, quelques chiffres. Je vais faire ça rapide. Constante macabre, clin d'œil à Antibi, bien sûr. Mais quand on regarde les chiffres au niveau national et d'une manière longue dans le temps, finalement, on peut constater qu'on a une sorte de stabilité des taux d'orientation, hein. Grosso modo, on est autour de 60% vers la seconde ou les secondes, hein, selon l'histoire. 30% vers la voie professionnelle, quelle que soit comment est constituée cette voie professionnelle, et 10% de redoublement. Actuellement, depuis une dizaine d'années, on a la suppression du redoublement comme voie d'orientation, c'est-à-dire comme décision à l'issue des conseils de classe. Et ce qui fait qu'on a un calage qui se fait autour de 65 vers les secondes et 35 autour de la voie professionnelle. Alors, autre élément important, autre chiffre, puis je m'arrêterai là sur les chiffres, c'est la force du destin, hein. Là, je m'appuie sur le document de France Stratégie qui vient d'être publié, où il travaille sur finalement l'effet différenciateur de trois variables, c'est-à-dire la place sociale, le sexe et puis l'ascendance migratoire. Alors, il y a des tas de chiffres. Alors, moi, j'ai résumé dans ce tableau que je vous donne concernant l'effet sur le pourcentage d'arrivée en seconde générale et technologique. Quel est l'effet de ces trois variables? Et alors, quand on regarde les chiffres, on voit qu'effectivement, les trois variables sont pertinentes en termes d'effet, mais que celle qui est quand même la plus efficace, entre guillemets, dans cette différenciation, c'est la position sociale, hein. C'est-à-dire que les personnes originaires d'origine favorisée sont à 80% dans les secondes générales technologiques et les modestes à 35%. Donc c'est là l'effet différenciateur le maximal et il faut le retenir. Alors, les procédures d'orientation, comment elles fonctionnent en France et au collège? Alors, rapidement, je vais les résumer, hein. On a un deuxième trimestre où il y a une demande de la part des parents, examen en conseil de classe et réponse par un avis provisoire.
un temps de dialogue à ce moment-là s'ouvre entre les parents, l'élève, le professeur principal, les profs, le psychologue de l'éducation nationale, anciennement conseiller d'orientation. Bon, troisième trimestre, à nouveau une demande de la part des parents, réponse du conseil de classe sous la forme d'une proposition d'orientation. Alors, cette proposition, elle peut être acceptée. Si elle est acceptée par les parents, bon, on passe sur une autre phase. Mais s'il y a un désaccord, à ce moment-là, le chef d'établissement est tenu de rencontrer les parents. Et là, il y a une discussion, et à l'issue de cette discussion, c'est là que le chef d'établissement prend une décision d'orientation. Autrement dit, ce n'est pas le conseil de classe qui décide, c'est le chef d'établissement qui décide. Et à l'issue de cette décision, c'est par rapport à cette décision que finalement les parents peuvent ou non faire appel s'ils le désirent, donc en commission d'appel, et là il y a une décision finale d'orientation. Alors je dis finale, oui et non, parce qu'il y a encore des recours éventuellement en tribunal administratif, il y en a quelques-uns qui vont jusque-là. Alors ce processus finalement qui se déroule toute l'année, non seulement il se déroule toute l'année de troisième, mais en plus il est itératif tout au cours du collège. C'est-à-dire qu'il se passe aussi en cinquième, il se passe en quatrième, il se passe en troisième, c'est-à-dire à la fin des trois paliers qui constituent le collège. Bon. Et à la fin du collège, il y a trois types de décisions qui peuvent être prises. C'est ce qu'on appelle les voies d'orientation, c'est-à-dire c'est la classe de seconde générale et technologique, c'est la classe de seconde professionnelle ou c'est la classe de première année de CAP, qui est à différencier donc de la seconde professionnelle. Et le redoublement, donc depuis une dizaine d'années, n'est plus une voie d'orientation. Et les parents, par rapport à ça, les parents, eux, peuvent décider de la spécialité ou des options. Donc tout ça, ça fait une réglementation administrative très très complexe et qui est donc l'objet éventuellement de tas de conflits pardon, entre les personnes et qui peuvent aller donc jusqu'à des conflits d'ordre juridique. Alors, je fais juste un petit flash sur l'appel. Alors, quand j'étais formateur de chef d'établissement, d'enseignants et ainsi de suite, bon, je faisais régulièrement ce type de tableau. Donc là, j'en ai retrouvé un qui date de 2004 sur l'ensemble de la France métropolitaine. Quels sont les effets de la question de la commission d'appel? Alors, la première chose que l'on peut voir, c'est est-ce que les gens font appel? Bon, alors quand on regarde globalement, vous voyez, sur les 4 niveaux, c'est-à-dire j'intègre la seconde, bon, on a 1,36 de taux de recours en commission d'appel. Bon, ce qui est quand même pas grand-chose, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que plus on monte dans le système et plus on s'oppose. Hein, on réclame. Bien. Quand on regarde du côté du taux d'appel de satisfaction en commission d'appel, donc le total est de 44%, 45% à peu près, bon, là c'est l'inverse, c'est-à-dire plus on monte dans le système et plus le système résiste. Non. Mais ensuite, quand on va constater finalement l'effet général des modifications faites par les commissions d'appel, c'est-à-dire quand on les rapporte à l'ensemble de toutes les décisions prises par les conseils de classe et les chefs d'établissement, donc, finalement, on aboutit à un total de 0,61. Aujourd'hui, avec la disparition du redoublement, à mon avis, on doit être à moins de 0,5%. Donc, on a vraiment un effet, on va dire, peanuts de la commission d'appel qui est là pour, bon, pourquoi? Pour apaiser, si on peut dire, mais finalement, qui ne modifie en rien la machine du processus d'orientation institutionnelle tel qu'il se déroule. Alors, ça, c'était la question de autoriser à circuler. C'est ce que dit un conseil de classe. Vous pouvez aller. Bon. Mais il faut encore trouver une place. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les procédures d'affectation. Alors, cette fois-ci, quand on regarde sur le plan historique, grosso modo, avant les années 60, c'était une affaire personnelle. Pour dire simplement, c'est-à-dire que l'enfant est remis à la famille et la famille doit se débrouiller pour trouver une place. Bon.
elle achète une place, c'est-à-dire les établissements sont éventuellement payants, ou bien on passe des concours. Bon, voilà. À partir des années 60, donc dans la période 60-80, grosso modo, on est dans un autre registre qui est ce que j'appelle, moi, la foire au dossier. C'est-à-dire qu'on rassemble dans un lieu, alors en général c'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle, ou après ça va être les CIO, on rassemble les dossiers des demandeurs de la voie de formation professionnelle, et ce sont les chefs d'établissement d'accueil qui viennent chercher les dossiers, qui viennent choisir les dossiers. Donc c'est eux là qui sont maîtres, d'une certaine manière. Alors, en 73, on a de nouvelles procédures d'orientation qui apparaissent et qui donnent à l'inspection académique la responsabilité d'organiser l'affectation. C'est eux qui sont maintenant officiellement responsables. Alors, administrativement, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que finalement ces foires au dossier telles qu'elles fonctionnent dans le moment. Mais à partir des années 80, on a l'informatique qui commence à apparaître. Et là, on a des applications qui sont mises en place, des logiciels, ainsi de suite, des plateformes, bon, qui vont permettre de gérer finalement les demandes des familles, de gérer les dossiers, et donc de faire des calculs qui permettent d'établir des listes ordonnées de candidats par rapport à un établissement et une spécialité. Et donc, les établissements d'accueil reçoivent à ce moment-là les listes de manière ordonnée. Et les chefs d'établissement sont tenus de prendre le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à qu'ils aient fait le remplissage de leur place. Le reste est renvoyé à l'inspection académique et puis on essaye de retrouver à nouveau des places. Bon. Alors actuellement, quand on regarde le fonctionnement de ce système-là, bon, qui s'appelle aujourd'hui AFELNet, bon, finalement, on a les trois quarts des premiers vœux qui sont affectés sur la place qu'ils demandent. Donc, sur un plan, on va dire, rendement, ça fonctionne relativement bien. Trois quarts, finalement, sont satisfaits d'une manière immédiate. Bon. Avec un point quand même à remarquer, c'est que si dans la procédure d'orientation, il y a une commission d'appel, c'est-à-dire un recours qui est organisé par l'administration, dans l'affectation, il n'y a pas de recours officiel. Rien n'est organisé. D'où peut-être un certain nombre de recours qui vont maintenant se faire, je pense, peut-être de plus en plus, d'autant plus que la défenseuse des droits vient de pointer des problèmes sur le fonctionnement de AFELNet dans le dernier rapport. Alors, si on prend sur l'aspect historique de ces procédures, parce que comment finalement elles se mettent en place. Bon, habituellement, les historiens de l'orientation ramènent la question de l'orientation du côté de l'orientation professionnelle. Moi, j'ai une autre hypothèse concernant les procédures d'orientation, c'est quand même une question de circulation institutionnelle. Donc, c'est une question qui tient au fonctionnement même. Et cette histoire-là, finalement, elle a commencé quand même il y a déjà bien, bien longtemps. On commence à en voir les sources, par exemple, dans les collèges des jésuites qui utilisaient là les trois catégories des meilleurs, des incertains et des cancres pour finalement catégoriser leurs élèves et puis les gérer et les organiser. Bon. Après la disparition des collèges, ben, finalement, ce genre de catégorie est finalement utilisé ou dans les établissements qui remplacent les collèges des jésuites. Mais au fond, c'est une question locale. Hein, c'est-à-dire c'est chaque établissement qui gère son problème finalement, qui règle sa manière de faire. Et alors, il faut attendre une circulaire de 1890 pour que ce soit le ministère qui décide d'organiser comment les établissements doivent faire en la matière. Et alors, là, les choses sont relativement claires et quand même très, très organisées. C'est-à-dire que d'un côté, on impose la passation d'épreuves trimestrielles, des calculs de moyenne. C'est là qu'apparaît d'ailleurs la note de 20 dans le fonctionnement scolaire, après le niveau du bac. Bon. Et par rapport aux moyennes qui sont donc calculées,
il y a des décisions qui sont à prendre. Pour telle moyenne, on passe en classe supérieure. Sinon, on est invité à un examen de passage en septembre, ou bien on redouble, ou bien on est remis aux parents. Alors, remis aux parents, moi, c'est ce que j'appelle la mort institutionnelle. C'est-à-dire, c'est comme l'hérétique, on le sort du lieu sacré de l'école. Donc, tout ça, ça aboutit à l'organisation d'un pouvoir qui se veut un pouvoir absolu sur les élèves, c'est-à-dire la famille remet l'élève à l'établissement en fait ce qu'il veut, quand il n'en veut plus, il en sort. Alors ça, c'est vrai sur le papier, hein, il faut dire, mais comme on est encore dans l'école des notables, on va dire, et puis pour une grande partie encore payante, bon, c'est une règle qui est plus ou moins respectée. Hein, bon. Alors, déconstruction du pouvoir absolu, parce que c'est au fond ça qui s'est passé depuis 59. Hein. Alors, je ne reviens pas sur ce que a dit Vincent, hein, c'est-à-dire sur le fait qu'on on a la mise en système, c'est-à-dire la suppression des deux ordres, hein, donc ça c'est important. On a le secondaire qui maintenant succède au primaire, et surtout on a intégré toute la partie en formation professionnelle dans le fonctionnement du système scolaire, ce qui fait que il était jusque-là promotionnel, hein, comme tu l'as dit, Vincent, et puis maintenant il devient un système de relégation finalement par rapport au général. C'est-à-dire ceux qui sont envoyés du côté du professionnel, c'est ceux qui ne fonctionnent pas dans le général, globalement. Bon. Alors, en 59, ce qui apparaît là pour la surprise générale, c'est tiens, il y a des parents en fait. Et donc, pour la première fois, on va intégrer dans ce processus-là donc le fait que les parents sont invités à faire une demande d'orientation à la fin de l'année. Bon. 69, un deuxième élément important, c'est que c'est Edgar Faure, on supprime les épreuves trimestrielles. Alors ça, c'est un élément très important parce que jusque-là, c'était des calculs qui se faisaient sur la base de ces épreuves, donc en dehors de la classe. Là, cette fois-ci, ça va être les enseignants dans le fonctionnement même de leur classe qui vont devoir produire l'évaluation. Et puis ensuite, il va y avoir une nouvelle procédure, donc grosso modo, ce que je vous ai décrit avec toute une série de modifications, c'est-à-dire le passage en cycle, c'est-à-dire ce n'est plus chaque année, mais à la fin du cycle que les décisions se prennent. Bon, voilà. Donc, alors, dans ce mouvement-là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un pouvoir qui était le pouvoir enseignant, qui devient d'ailleurs le conseil de classe, qui devient de plus en plus le pouvoir du chef d'établissement. C'est-à-dire c'est lui qui finalement, au final, prend les décisions. Et puis, autre élément qui est important de noter, c'est la question de la norme. Sur quelle norme se prennent les décisions? Grosso modo, avant 59, circulaire de 1890, c'était une norme qui était basée sur un calcul des preuves extérieures au fonctionnement de la classe. Donc, d'une certaine manière, je dis entre guillemets, apparemment objective. Une norme apparemment objective. Bon. À partir de 73, c'est clair qu'on passe sur un autre registre, qui est celui du jugement. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne demande pas au conseil de classe de faire des calculs, mais on demande de faire des observations, de faire des appréciations, d'apprécier la motivation des élèves, d'apprécier le projet, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça revient à faire en sorte que ce sont les acteurs locaux qui sont amenés à élaborer la norme décisionnelle. Et donc cette norme est absolument variable, bien sûr, entre les établissements, et donc sujet à interrogation sur sa solidité. Alors, on peut remarquer que là, ces jours-ci, on va dire, ou depuis quelques années, il y a quelque chose qui monte en puissance, à mon avis, c'est un recours à une norme extérieure. On a une accumulation des évaluations nationales hein, depuis une quinzaine d'années qui se multiplient. Et puis là, alors là, dernièrement, alors est-ce que c'est
disons, quelque chose qui est vraiment fondamental dans un changement de régime ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va passer? C'est par exemple la déclaration de Gabriel Attal de faire en sorte que le brevet devienne nécessaire pour obtenir le passage en classe de seconde générale et technologique, semble-t-il. Voilà, donc là, on a une espèce de recours à la norme extérieure, disons, au fonctionnement quotidien. Alors, l'effet de ces procédures, il y a des effets bien sûr sur les élèves, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets sur le système lui-même. Alors, les effets pédagogiques de cette procédure, d'abord sur la forme pédagogique. La procédure d'orientation, elle fonctionne sur une décision individuelle. Et en face, ce qui est donc nécessaire, à mon avis, c'est qu'on a une pédagogie qui est aussi en fait une pédagogie nécessairement individuelle ou individualisante, qui doit se mettre en place pour pouvoir produire finalement ces décisions individuelles. Même si on est dans une pédagogie qui se veut frontale ou simultanée, en fait, au fond, son objectif, c'est de faire des productions de performances individuelles qui vont pouvoir être évaluées et donc qui vont permettre de justifier les différenciations entre les élèves. Un deuxième effet pédagogique, qui est moi ce que j'appelle le paradoxe pragmatique, et alors ça place à mon avis les élèves et les collèges dans un système quand même un peu difficile à vivre, c'est que d'un côté, il est question de faire réussir tout le monde, c'est la question de l'objectif du socle, hein, finalement, c'est faire réussir tout le monde à acquérir ses compétences. Et en même temps, le collège est tenu de faire des différenciations pour pouvoir orienter les élèves. Donc, faire réussir tout le monde ou produire des différenciations, ça, c'est ce qu'on appelle un paradoxe ou un dilemme. Bon, et en général, quand on est dans cette situation, on choisit une des branches. Bon. Et pour le moment, la branche qui est quand même, à mon avis, la plus tenue, c'est celle finalement de la différenciation et non pas de faire réussir tout le monde voilà, qui passe dans le paysage. Alors, deuxième type d'effet, moi, qui est aussi, à mon avis, un élément important, c'est ce que j'appelle les effets organisationnels. Alors, ça concerne les questions du collège unique. Bon, unique, il n'a jamais été unique. C'est-à-dire que quand on regarde la structuration du collège depuis sa naissance, en fait, il a toujours été diversifié. Il y a eu toujours des tas de structures internes, soit officielles, soit locales. C'est-à-dire chacun se débrouille pour organiser ça. En général, il y a deux types d'argumentation pour justifier ça. Alors, on s'adapte à la capacité des élèves, c'est-à-dire les élèves sont différents, il faut essayer de s'arranger pour faire en sorte de mieux les accueillir. Bon. Et puis l'autre argumentation, c'est une argumentation visuellement vers l'environnement, on va dire. Bon, c'est-à-dire c'est la lutte contre le privé. C'est-à-dire si on ne faisait pas ces différenciations, eh bien à ce moment-là, on ne pourrait pas maintenir la mixité sociale. Bon, alors ça, effectivement, ces argumentations, elles sont sans doute réelles, mais à mon avis, il y a une autre argumentation qui est quand même beaucoup plus profonde à cette différenciation, c'est la fonction même de triage du collège. C'est-à-dire que si on considère que le tri ne se fait qu'à la fin de la troisième, la responsabilité et le poids social sur ce niveau-là est à ce moment-là extrêmement important et violent, aussi bien pour les élèves, les familles, que pour les enseignants qui seraient amenés à faire ce tri violent de fin de parcours. Et donc, finalement, pour réduire cette responsabilité et cette violence, il est quand même beaucoup plus simple que les élèves arrivent à ce niveau de troisième déjà pré-triés. Bon. Finalement, donc on a un effet rétroactif de cette nécessité du triage fin de troisième sur l'organisation du collège, qui fait que finalement les élèves sont exposés continuellement pendant tout leur parcours à des jugements de différenciation,
Et cette permanence, finalement, amène une forme d'internalisation de ces différences, c'est-à-dire elles sont finalement acceptées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde les chiffres, ben, finalement, on voit que cette différenciation, elle était relativement acceptée, finalement, et que les décisions de différenciation se font sans, finalement, sans trop d'opposition, on va dire. Alors, des interrogations sur l'existence des procédures, il y en a eu quelques-unes, très peu, hein, je dois dire. Bon. En 96, on a eu l'expérimentation à l'éducation à l'orientation. Euh, bon, pour faire simple, c'était l'idée, on va dire. En tout cas, une des interprétations, c'était ça, c'était que on va mieux apprendre aux élèves à s'orienter, ce qui permettra d'éviter d'avoir à prendre des décisions pour eux. Bon. Donc le ministère demande tout simplement à l'inspecteur général de l'époque, qui était Jacques Sénéca, est-ce qu'on doit ou non supprimer les procédures d'orientation? Alors, cet avis n'a pas été rendu public, hein, de manière officielle, mais Jacques Sénéca en a parlé souvent. Et son argument, alors c'est assez intéressant parce que son argument, c'est de dire que finalement notre système d'orientation est moins inégalitaire que ceux de beaucoup d'autres pays. Alors amusant parce que quand on regarde quand même les résultats de PISA depuis 2000, bah, finalement ce qui nous revient en retour, c'est au contraire de dire qu'on est un des pays les plus inégalitaires dans les effets de son fonctionnement. Alors, 2003, on a eu le grand débat, organisé notamment par Claude Tello. Pendant 2 ans, il y a eu des débats sur une dizaine de thèmes, dont celui de l'orientation. Et alors, quand on regarde finalement l'issue de ces débats sur ce thème-là, finalement, ce qui en ressort, c'est que soit ce sont les services d'orientation qui sont à la critique. Alors ça, c'est un thème général que l'on retrouve dans quasiment tous les rapports concernant l'orientation, soit c'est des problèmes de manque d'information de la part des élèves et des familles. Mais absolument aucune remise en cause du processus même des procédures d'orientation. Le socle commun 2005, ben, là encore, on a eu donc cet objectif de faire réussir tout le monde. Moi, naïvement, je pensais qu'il allait y avoir en retour une réflexion sur la question du tri dans le collège. Bon, il n'y a eu aucune discussion sur les procédures d'orientation. Et puis 2013, dernier événement, avec la refondation, on a eu la mise en place d'une expérimentation de l'orientation à la main des parents, qui a duré 3 ans. Alors, pour faire simple, hein, parce que cette orientation à la main des parents, ça veut dire que on continue à faire fonctionner le processus d'orientation, les procédures d'orientation tout au long du collège, sixième, quatrième, troisième, et à la fin de l'année de troisième, qui décide? Ce n'est pas le chef d'établissement, mais ce sera les parents. C'est la seule modification, c'est-à-dire tout le processus de jugement que je vous ai décrit dans le fonctionnement de la vie d'un élève et des familles continue à fonctionner. Bon. Et alors, un des rapports qui a été fait sur sur cette expérimentation, dans la conclusion, j'ai trouvé cette remarque qui est quand même assez amusante. La bonne orientation pour la plupart des équipes éducatives interrogées, donc à la suite de cette expérimentation, eh bien, cette bonne orientation, c'est celle qui correspond à la décision du conseil de classe. Autrement dit, pour les enseignants, globalement, ce sont toujours eux qui détiennent les talons décisionnels. Bon. Et il est vraiment extrêmement difficile de penser que cet étalon pourrait être celui formulé par les parents ou par l'élève. On est dans une évidence que c'est l'évaluation scolaire qui doit être le moteur de l'orientation. Alors, je vais terminer par là. On supprime les procédures. Qu'est-ce qui se passe? Hypothèse. Bon. Alors,
Première hypothèse, au fond, on ne change pas l'architecture du système. C'est-à-dire qu'on maintient la distinction voie professionnelle, lycée, professionnel et les autres. La seule modification, c'est que ça serait la famille et l'élève donc, qui déciderait. Alors, en général, moi, quand j'évoque ça, la réaction, c'est toujours de dire, c'est oh, mais attention, il n'y aura plus de demande vers la voie professionnelle et donc il va y avoir une disparition de la formation professionnelle en France. Alors, oui, peut-être, mais quand on regarde un certain nombre de systèmes dans d'autres pays, en Italie, par exemple, ça fait 15 ans qu'ils ont supprimé le fait que c'était l'établissement, le pouvoir enseignant qui décidait, et c'est donc les familles qui décident. Bah, finalement, ça n'a pas eu d'effet sur cette voie professionnelle, et on peut même penser que l'état psychologique des élèves qui choisissent d'aller dans cette voie doit être bien différente de celui de nos élèves à nous qui sont, eux, rejetés. Hein. C'est comme ça qu'ils sont vécus pour ceux qui ont un peu conscience de ça, mais en tout cas, ils ont internalisé cette différence. Bon. Alors, l'autre possibilité, c'est le lycée unique. Bon, alors là, c'est la grande révolution, c'est-à-dire qu'on fait comme finalement on a fait pour le collège unique, c'est-à-dire qu'on rassemble les structures dans un même établissement, c'est-à-dire que la seconde devient une seconde pivot. Bon, alors là, est-ce qu'on met un maintien de procédure d'orientation ou est-ce que ce sont les élèves et les familles qui choisissent? Bon, c'est une autre question qu'on peut se poser. Bon. Mais l'effet quand même important, moi, me semble-t-il, c'est que ça modifie quand même largement la manière dont les élèves reçoivent le jugement scolaire, dans les deux cas. Et surtout, on a à ce moment-là la possibilité d'une école moyenne qui puisse réellement se développer sur l'objectif de réussir, de faire réussir tout le monde, et non pas de fonctionner sur un principe de méritocratie tel qu'elle fonctionne finalement aujourd'hui. Voilà, ben je vous remercie. Et